très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager mes recommandations pour le challenge Mars au féminin organisé par Flow & Books que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur Instagram. Alors, vous avez dû peut-être voir déjà ma pile à lire pour ce challenge, mais je voulais absolument aussi vous faire une vidéo recommandation parce que un challenge qui est dédié aux femmes autrices, au féminisme aussi, pour moi, enfin voilà, c'est plutôt des lectures plus ou moins engagées que je vais vous présenter. Je pouvais pas passer à côté puisque c'est à peu près l'entièreté de ma bibliothèque est constituée majoritairement de textes de femmes, sur les femmes, pour les femmes, de textes féministes. Donc voilà, j'avais très envie de vous partager aussi, d'en profiter de ce challenge pour vous partager aussi mes lectures chouchous qui pourront peut-être vous inspirer pour participer vous aussi à Mars au féminin. Donc il y a 8 catégories à ce challenge et la première donc c'est lire un classique. Donc pour les romans pour les classiques, c'est vrai que j'en lis pas tant que ça. Donc ça a été peut-être une des catégories les plus difficiles pour moi à remplir. Mais donc moi les classiques, enfin voilà, j'en ai déjà parlé, mais moi je suis une grande fan de Jane Austen. Et je trouve que c'est une femme qui est extrêmement percutante pour son époque et elle dit beaucoup de choses sur les relations hommes-femmes et sur le fait d'être une femme à son époque. Donc voilà, je vous conseille Jane Austen. Je vous conseille aussi Léo des Hurlevents parce que moi c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu quand j'étais ado et qui m'a beaucoup marqué. Pourtant je suis pas du tout dans les vibes gothiques, enfin je suis pas une grande fan du gothique, etc. Mais voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Donc je vous conseille. Et après c'est des autrices que moi j'ai pas forcément encore lues, mais parce que moi je vais lire un Virginia Woolf, je pense, ou un Toni Morrison pendant ce challenge. C'est des autrices que bien sûr je vous recommande également. Je vais vous parler de Virginia Woolf un peu après avec un essai, mais que vous pouvez aussi mettre, qui est aussi pour moi un classique, donc vous pourrez le mettre dans cette catégorie. Mais voilà mes premières recommandations sur les classiques que je vous propose de lire pour Mars au féminin. Vous en avez aussi évidemment beaucoup d'autres, que ce soit Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, la comtesse de Ségur, Madame de Lafayette, voilà, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'autrices. Donc quand je vais vraiment vers des classiques un peu âgés, on va dire, puisqu'on pourrait considérer que Virginie Despentes aussi est un classique maintenant de la littérature contemporaine française. Mais voilà, j'ai été vers des classiques un peu plus historiques, on va dire, dans mes recommandations. Côté essai, maintenant, je pourrais vous en proposer des milliers, des millions, peut-être même, j'exagère, mais j'en ai sélectionné 3. Donc je vous disais, c'est là que vous allez voir venir Virginia Woolf. Oui, les autres, je les ai pas forcément en papier, enfin j'ai les Jane Austen, mais j'avais pas Léo des Hurlevents, donc voilà, je ne vous les ai pas présentés en papier, mais comme d'habitude, vous avez pu voir passer les couvertures des romans. Donc, le Virginia Woolf dont je voulais vous parler, c'est Un lieu à soi, qui est pour moi un des livres les plus bouleversants que j'ai lus. Donc, dans cet essai, qui est en fait tiré d'une série de conférences sur le thème de la fiction et des femmes que Virginia Woolf a prononcé en 1928 à l'université de Cambridge, Virginia Woolf questionne ce que c'est qu'être une femme autrice, une femme qui écrit, et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à une femme pour écrire. Et donc, elle donne la thèse qu'elle porte avec cet ouvrage, c'est: une femme doit avoir de l'argent et un lieu à elle si elle veut écrire de la fiction. Et c'est un livre qui, moi, en tant qu'autrice, m'a vraiment bouleversée, m'a énormément marquée en plus au moment où je m'arrêtais à l'écriture. Et c'est un livre que je chéris vraiment, que j'emmène avec moi et qui, je pense, va me suivre toute ma vie parce que je trouve que c'est un livre extrêmement pertinent sur le rapport des femmes à la littérature et sur la place des femmes dans la littérature en tant qu'autrice. Donc je vous invite à le lire, il est court, il se lit vite et vraiment vous ne serez pas déçus, je vous le conseille. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est un de mes livres préférés, peut-être que je pense que si je devais garder un seul livre, peut-être que ce serait celui-là. Donc voilà, c'est pour vous dire. Ensuite, je tenais à vous proposer Le génie lesbien d'Alice Coffin. Alice Coffin, c'est une journaliste militante lesbienne principalement, mais LGBTQIA+, en général, élue écologiste à la ville de Paris. Et dans Le génie lesbien, mon chat joue avec quelque chose dans mes stagiaires et fait du bruit. Mortimer, c'est n'importe quoi tout ça. Pas pendant que je parle, s'il te plaît, merci. Voilà, donc, pardon. Le génie lesbien. Dans cet essai, Alice Coffin, elle traite de la façon dont... Enfin, de la place des femmes dans la société, de la question de la représentation des femmes, et notamment des femmes lesbiennes principalement.
Et c'est extrêmement pertinent. En fait, elle questionne vraiment les médias, puisque c'est son métier. La façon dont les médias représentent le monde, et un monde qui est masculin, puisqu'elle cite... Enfin, la question de couverture cite Simone de Beauvoir, mais je crois qu'elle la cite aussi, qui disait « Le neutre, c'est l'homme ». Et elle parle du fait que c'est toujours une norme aujourd'hui, comme l'hétérosexualité est aussi la norme. Et voilà, c'est vraiment un essai que j'ai trouvé extrêmement pertinent sur le fait d'être une femme, alors d'être lesbienne aussi. Alors c'est pas mon cas, mais donc voilà, moi ça m'a plu. Enfin, un roman qui m'a parlé sur le fait d'être une femme, mais c'est un roman qui parle d'être une femme, d'être une minorité dans la société, de ce que ça veut dire, d'être une femme lesbienne principalement, dans la société française aujourd'hui et dans le monde actuel. Et j'ai trouvé que c'est un livre extrêmement pertinent avec beaucoup de citations. Voilà, à sa sortie, il a été mitraillé par toute l'extrême droite, puisque qui en tirait des extrêmes. Mais voilà, c'est un livre qui moi m'a beaucoup marqué et que je vous conseille. Voilà, et qui est vraiment formidable. Et d'ailleurs, voilà, enfin je cherche à la toute fin, il y a une citation. Voilà, qui je pense décrit très bien le roman, l'essai, que je vais vous lire parce que j'aime beaucoup ce passage, enfin j'aime beaucoup la fin, mais voilà, c'est vraiment cette partie-là. Nous avons le pouvoir, sans les éliminer physiquement, de priver les hommes de leur oxygène, les yeux et les oreilles du reste du monde. Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette, dit le slogan féministe. L'inverse n'est pas vrai. Nos regards béats, attendris et indulgents sont l'air dont se gonfle la masculinité. Cessons d'admirer les exploits et colères des petits garçons, les œuvres, les corps et les discours des hommes, et ils cesseront d'exister. Je n'ai pas de solution, mais je n'ai aucune hésitation. L'enjeu est grave, qui de l'homme ou de l'humanité succombera en premier. Voilà, c'est les dernières phrases de l'essai, mais je trouve que ça résume très bien. Je vous conseille de le lire sur la place, la question de la représentation dans l'espace public et dans l'espace médiatique. Il est extrêmement intéressant. Ensuite, un autre essai qui, vous pouvez le voir, mon exemplaire a un peu souffert le martyre. Hein. Il a un peu pris l'eau, enfin il a traîné beaucoup dans mon sac parce que c'est un essai que j'aime beaucoup, mais il est vraiment au bout de sa vie. Je le rachèterai un jour, mais voilà, c'est un essai que je voulais absolument vous présenter parce que c'est un essai qui m'a énormément marqué, qui est Ne suis-je pas une femme, femme noire et féminisme de Bell Hooks. Et Bell Hooks, c'est une des plus grandes figures de l'afroféminisme. C'est en tout cas une des figures tutélaires qui a vraiment marqué dans les années 80, même 70 je crois, l'écriture, voilà, avec ses écrits, la théorisation de l'afroféminisme. Et avec Ne suis-je pas une femme, donc il y a un titre qui est tiré d'un discours célèbre de l'ancienne esclave Sojourner Truth, j'espère que je le prononce bien, qui interpelle dans ce discours les féministes et les abolitionnistes blanches, hein, parce que c'est principalement ça, sur les diverses oppressions que subissent les femmes noires, et notamment les questions d'oppression de croisement des oppressions, donc de classe, de race, de sexe. Et c'est vraiment là-dessus qu'écrit Bell Hooks. Et elle parle de la difficulté pour les femmes noires de se sentir représentées, de trouver leur place dans les mouvements de lutte, puisque le féminisme est majoritairement blanc et on leur dit que les problèmes qui touchent uniquement les femmes noires passent après parce que voilà. Et qu'en même temps, dans les mouvements antiracistes, les hommes ne sont pas empreints de. Ne sont pas défaits de leur misogynie, de leur sexisme. Et on leur dit que d'abord, on va faire en sorte que les hommes noirs obtiennent ce qu'ils veulent, et ensuite, peut-être, on s'occupera des femmes, mais en attendant, elles pouvaient aller faire le café. En gros. Et donc, voilà, dans cet essai, Bell Hooks parle de l'histoire des femmes noires américaines et des différentes oppressions qu'elles subissent et comment elles s'organisent aujourd'hui. Voilà, enfin, c'est un livre qui a été vraiment théorisé la question du black feminism et je vous le conseille amplement. Voilà, c'est un très bon essai voilà, qui m'a énormément appris. Voilà, Bell Hooks est une grande dame, elle est décédée il n'y a pas si longtemps et je vais clairement lire d'autres de ses essais bientôt, j'espère. Donc voilà pour les 3 essais que je voulais vous présenter. Par la suite, la 3e catégorie du challenge, du challenge, c'est un roman d'une autrice iranienne. Alors je regarde l'heure en même temps parce que vous savez que mon ordinateur, ma caméra s'est éteinte
toutes les 20 minutes. Donc, pour ne pas me faire avoir comme d'habitude, j'ai mis un petit timer sur mon téléphone. Il me reste 9 minutes, donc je ferai une coupe, mais comme ça m'évitera de me faire couper la parole par la caméra. Donc, la troisième catégorie, on a dit, c'est un roman par une autrice iranienne. Donc, un texte par une autrice iranienne, on va dire, et donc le premier que je voulais vous recommander, c'est le roman graphique Persépolis, qui je pense que vous êtes déjà beaucoup à connaître, mais si ce n'est pas le cas, il est temps de le découvrir. Je voulais quand même vous intégrer des lectures graphiques parce que c'est 8 livres qu'il faut lire dans ce challenge et en un seul mois ça peut faire beaucoup, même moi je ne sais pas comment je suis pas sûre d'y arriver, donc voilà, je me suis dit que c'était peut-être plus simple comme ça de vous présenter aussi des lectures graphiques. Et donc Persépolis, ça raconte l'enfance de Marjane Satrapi en Iran. Voilà, c'est une autobiographie où elle raconte son enfance en Iran globalement depuis la révolution iranienne et toutes les conséquences que ça a eu sur sa vie avec des parents qui étaient plutôt militants, engagés plutôt à gauche, etc. Son enfance, les conséquences de la dictature, etc. C'est une BD que j'ai lue très jeune, j'avais 10 ans, elle m'a un peu traumatisée à l'époque, mais elle est vraiment incroyable, elle est extrêmement intéressante si vous voulez découvrir l'histoire de l'Iran moderne. Et la vie de Marjane Satrapi, qui est une grande illustratrice francophone et dessinatrice francophone, puisqu'elle habite aujourd'hui, iranienne mais francophone, puisqu'elle habite aujourd'hui en France et elle écrit en français. Mais voilà, je vous conseille Persépolis, donc il y a 4 tomes, vous pouvez peut-être, si vous pensez que ça va faire trop en un mois, vous pouvez les espacer, mais voilà, je vous conseille cette BD. Et sinon, en roman, alors j'ai pas lu énormément d'autrices iraniennes, même très peu, je crois que c'est les 2 seules. Je voulais vous parler de Les enfants du Jacaranda de Sahar Dalijani, qui est un roman que j'ai lu quand j'étais ado et que j'ai gardé depuis parce qu'il m'avait énormément plu. Et on raconte, et donc dans Les enfants du Jacaranda, Sahar Dalijani raconte l'histoire de deux enfants. Enfin, de 2 enfants qui sont adultes, parce qu'on alterne entre le passé et le présent dans ce roman, si je me souviens bien. En fait, elle raconte l'histoire d'une génération une génération d'enfants, de prisonniers politiques. Après la révolution iranienne, et donc de ces enfants aujourd'hui, mais aussi de leurs parents à l'époque, pendant la révolution. Et voilà, elle raconte l'histoire de ce pays, l'histoire de ceux qui se sont battus pour leurs droits là-bas, et des enfants et des conséquences de la dictature sur les générations contemporaines qui continuent à se mobiliser, puisqu'il y a eu des grosses manifestations en Iran, c'était dans les années 2007-2006. J'ai un petit doute, j'ai plus la date exacte, mais voilà. On parle de plusieurs générations, enfin c'est l'histoire de plusieurs générations qui se croisent depuis la révolution iranienne jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vraiment un très très beau roman qui, dans mon souvenir, m'avait fait énormément pleurer. Et voilà, en 2010, voilà, je sais pas, alors il y a des scènes en 2010, je ne sais plus si c'est 2010, c'est l'époque de la révolution ou pas. Mais voilà, bref, excusez-moi, je me perds un peu parce que comme je vous disais, j'ai lu il y a très très longtemps, mais c'est un roman dont je me souviens encore aujourd'hui, presque peut-être 10 ans après quasiment, parce qu'il m'avait un peu moins, 8 ans après, parce qu'il m'avait énormément marqué. C'est un très beau roman sur l'Iran, sur la famille, sur les secrets de famille et les relations intergénérationnelles. Donc voilà, je vous conseille ce roman qui est d'ailleurs inspiré en partie de la vie de Sahar Dalijani, je pense, puisque ça raconte un des personnages s'appelle Neda et elle est née en 1983 dans la prison d'Evin à Téhéran, et arraché à sa mère quelques semaines après sa naissance. Et c'est le cas aussi de Sahar Dalijani. Donc voilà, je vous conseille ce roman pour découvrir une autrice iranienne. Ensuite, la 4e catégorie, c'est lire un roman d'Annie Ernaux. Alors, j'ai pas vraiment de recommandations à vous faire dans ce cas-là, parce qu'en plus, lire une autrice particulière, voilà, vous avez... ça réduit déjà les possibilités de recommandations, et puis, faut être honnête, j'ai pas lu beaucoup d'Annie Ernaux, j'en ai lu 1 ou 2
je ne sais même plus les... Enfin, je me souviens des histoires, mais je peux même plus vous dire les titres. J'ai lu celui où elle parle de sa sœur, et qui est vraiment génial, que j'ai beaucoup aimé. Moi, je vais en lire évidemment pendant ce mois-ci. Je suis juste ravie qu'on mette à l'honneur Annie Ernaux dans ce challenge, puisque c'est une grande autrice, et je suis tellement heureuse qu'elle ait eu le prix Nobel que voilà. Si vous n'avez encore jamais lu Annie Ernaux, bah, c'est le signe. Moi, je vais lire, si vous n'avez pas vu encore ma vidéo pâle, je pense que je vais lire l'événement d'Annie Ernaux, donc le roman où elle parle de l'avortement clandestin qu'elle a eu. Voilà. Il nous reste donc 4 catégories à voir pour ce challenge, et la prochaine c'est lire une poétesse. Alors j'ai 2 recommandations à vous faire, enfin peut-être un peu plus, mais voilà, en papier, dans le livre que je possède. Voilà, les 2 recommandations que j'ai, d'abord c'est Amanda Gorman, La colline que nous gravissons. Comme je vous dis, j'essaie aussi de vous proposer des petits textes parce que 8 livres en un mois, ça fait beaucoup. Et donc ce poème, puisque c'est un long poème qui est édité en un seul texte, et le poème que Amanda Gorman a prononcé, donc qui est une jeune poétesse qui avait 22 ans donc en 2021. C'est le poème qu'elle a prononcé lors de l'investiture du président Joe Biden aux États-Unis. Donc elle a été invitée à lire ce poème où elle parle des États-Unis et de ce que sont les États-Unis et l'histoire des États-Unis, un pays donc divisé, fracturé pour plusieurs raisons. Et c'est un très très beau poème que je vous conseille sur les États-Unis. Et donc la version que j'ai, donc qui est la version bilingue éditée par Fayard, donc comme je vous disais, elle est bilingue, et donc vous avez la version anglaise et française du poème en même temps. D'ailleurs là, je vous montrais une double page, mais en fait, je pensais que c'était sur les doubles pages, mais en fait non, c'est d'abord la version française, et d'abord la version française, ensuite toute la version anglaise. Voilà, et j'avais eu l'occasion avec un ami l'an dernier pour un projet dans notre master de faire une lecture de ce poème, en tout cas des passages, puisqu'on avait dû le couper en partie, une lecture bilingue où il lisait les parties anglaises et moi les parties anglaises et moi les parties françaises. Et c'était vraiment, voilà, c'est un très très beau texte, je vous le conseille, et ça se lit très très vite. Et ensuite, si vous avez envie d'aller plus profond dans la poésie, et vraiment découvrir plusieurs poétesses, je vous conseille Je serai le feu de Digli. Donc Digli, c'est une dessinatrice que vous connaissez déjà peut-être, dessinatrice féministe engagée. Et dans Je serai le feu, donc Je serai le feu est en fait une anthologie que j'ai feuilletée, mais que je crois que j'ai encore jamais lu j'ai pas lu en entier, si on peut lire en entier une anthologie. Mais voilà, avec beaucoup de poétesses différentes, de différentes générations, de différentes époques, dans différents styles. Et ça vous permet de découvrir beaucoup de poétesses. Puisqu'elle présente elle les présente toutes, et ensuite elle met en avant plusieurs de leurs textes. Donc je trouve ça vraiment génial. C'est un super ouvrage qui en plus qui est magnifique. J'essaie de vous montrer des illustrations quand même. Voilà. Il est vraiment superbe et je vous le conseille. Voilà, c'est un bon moyen, je pense, de découvrir plus de poétesses. Et sinon, moi, 2 poétesses que je peux vous conseiller, donc j'ai pas forcément les ouvrages, mais que je vous invite à découvrir parce que j'aime beaucoup. C'est Marceline Desbordes-Valmore, qui est une poétesse française. Et ensuite, si vous lisez, après vous pouvez trouver des traductions, mais il n'y a pas de recueil traduit vraiment de sa part. C'est Masha Kaleko, qui est une poétesse d'origine polonaise qui écrit en allemand, puisqu'elle a dû fuir la Pologne à cause des persécutions quand elle était enfant, puis fuir l'Allemagne à cause des persécutions à nouveau quand elle était ado. Et elle est partie aux États-Unis, elle écrit des poèmes en allemand principalement. Je ne sais pas si elle a écrit en anglais, peut-être. Mais en tout cas, si vous arrivez à tomber sur des traductions de ces poèmes, c'est une autrice que j'aime beaucoup, qui est très peu connue comme elle n'est pas traduite en français. Mais voilà, je vous invite à les découvrir toutes, et voilà. Côté poème, je vous invite à ces 2-là, et notamment Je serai le feu si vous voulez découvrir plusieurs poétesses. Voilà, ensuite, la prochaine catégorie, c'est la catégorie des romans historiques. Donc il faut lire un roman historique par une autrice. Il y a beaucoup de choix, voilà, je regarde la bibliothèque, j'en ai beaucoup. J'en ai sélectionné 3 à vous présenter, oui, c'est ça. Qui sont, j'ai pris des petits, à nouveau, pour pas vous encombrer. Voilà, comme je dis, c'est un seul mois. Je vous en ai déjà présenté, en plus je vous en ai présenté récemment des livres, des romans historiques, que ce soit Héroïne ou Kid Artimer, que je vous invite toujours à lire. Si vous voulez les découvrir, ça peut être le bon moment.
Sinon, je voulais vous parler d'abord de Certaines n'avaient jamais vu la mer, de Julie Otsuka, qui est une autrice américaine d'origine japonaise. Et dans ce court texte, ce court roman qui fait 130 pages, elle raconte l'histoire de ces japonaises qui ont tout abandonné au début du XXe siècle pour aller épouser un homme aux États-Unis, un homme en général japonais, mais qu'elle n'avait souvent vu que sur portrait, que sur photo, qu'elle ne connaissait pas. Et donc elle raconte l'histoire de ces femmes, de leur exil et de toutes les violences et de toutes les joies, toutes les peines qu'elles ont pu connaître au cours de leur vie, au cours de leur voyage. C'est un très très beau texte qui s'inspire aussi de la vie de la famille, je crois en partie de Julie Otsuka. Non, c'est son premier qui est inspiré principalement de la vie de ses grands-parents, qui s'appelle Quand l'empereur était un dieu. Voilà. Mais c'est vraiment une chouette autrice et je vous invite à découvrir ce texte qui est bouleversant et extrêmement bien écrit. Ensuite, c'est un roman que je vous avais déjà présenté puisque j'ai lu cet été. C'est Ce genre de petites choses de Claire Keegan. Claire Keegan, c'est une autrice irlandaise que j'aime beaucoup. Il y a Les Trois Lumières aussi, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est très très court, que je vous invite aussi à lire, qui est aussi un roman historique que vous pouvez découvrir. J'ai choisi de vous parler de Ce genre de petites choses qui raconte l'histoire de Bill Furlong en 1985, à l'hiver 85, qui est marchand de bois et de charbon et qui va se trouver à livrer dans un couvent qui est un couvent pour jeunes filles, enfin dans lequel les bonnes sœurs recueillent les jeunes filles non mariées et où celles-ci sont exploitées dans des travaux notamment de blanchisserie, mais aussi violentées, où leurs enfants leur sont arrachés à la naissance. Et voilà, il va parler, donc Bill va être pris au cœur par l'histoire d'une des jeunes femmes qu'il va croiser là-bas. Et c'est vraiment un très très beau texte. Voilà, Claire Keegan a vraiment une plume où elle sait allier la simplicité et la poésie et pour parler de sujets extrêmement profonds. Enfin voilà, je vous invite à découvrir Claire Keegan également. Donc voilà pour les deux premiers romans, et j'en ai un troisième dont je voulais vous parler, qui est un roman jeunesse qui se lit extrêmement vite aussi, qui est très chouette, qui s'appelle Marie et Bronia, Le pacte des sœurs, et qui raconte en fait, donc c'est de Natacha Henry. C'est un roman que j'avais dévoré quand je l'ai acheté. Et donc il raconte l'histoire de Marie Curie et de sa sœur Bronia. Donc c'est un roman biographique sur l'histoire de ces deux sœurs, puisqu'elles étaient extrêmement soudées. Donc Marie devient chimiste, Bronia médecin. Et elles habitent cependant à l'époque à Varsovie, les études sont interdites aux jeunes femmes. Et donc d'abord elles étudient clandestinement en Pologne, avant de pouvoir partir chacune leur tour à Paris pour étudier à la Sorbonne et réaliser leurs rêves. Et c'est un très très beau roman sur la sororité qui vous permet de découvrir une femme qu'on a l'impression de connaître, mais finalement pas tant que ça, qui est Marie Curie. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce roman jeunesse de Natacha Henry. Donc voilà, ensuite l'avant-dernière catégorie pour ce challenge, à nouveau je vérifie l'heure, il nous reste 11 minutes, nous sommes larges. Enfin je dis ça mais je parle beaucoup. Ensuite donc je voulais, l'avant-dernière catégorie c'est lire un polar, donc je pourrais vous parler pendant des heures de pourquoi il faut lire du Agatha Christie, parce qu'Agatha Christie est une personne formidable, mais j'ai choisi de vous présenter quand même deux autres polars, enfin deux autres autrices pour que vous ayez le choix. La première dont je voulais vous parler, c'est une autrice espagnole qui s'appelle Dolores Redondo. Donc elle a notamment écrit une trilogie qui s'appelle La trilogie du Baztán, qui est vraiment incroyable, qui mélange, qui se passe dans le Pays Basque espagnol. On suit une jeune inspectrice qui s'appelle Amaya Salazar pendant 3 tomes, et donc c'est des enquêtes au cœur du Pays Basque espagnol qui vont mêler légendes et superstitions locales, secrets de famille. Voilà, j'ai vraiment adoré, ça se dévore, c'est autour de la mythologie basque. Vraiment, je vous conseille cette trilogie, sachant qu'il y a un 4e tome, entre guillemets, qui est sorti en 2020, qui en fait se raconte, qui parle toujours, on suit toujours le personnage d'Amaya Salazar, mais plusieurs années avant la trilogie, quand elle était en stage au FBI pour enquêter sur les tueurs en série. Donc voilà, ça vous donne un peu l'ambiance, c'est vraiment chouette. Et sinon, de Dolores Redondo, j'ai aussi lu Tout ce que j'ai, je te le donnerai. Enfin, je l'ai écouté, qui est un polar aussi, mais là où on suit un homme qui en fait apprend un jour, un homme qui est romancier,
qui apprend un jour que son compagnon est mort dans un accident de la route. Et en se rendant à son enterrement, il va découvrir que son compagnon avait toute une vie qui lui était cachée. Et il va essayer de découvrir un peu qui était cet homme, finalement, qu'il ne connaissait pas tant que ça. Et peut-être que finalement, cet accident de la route n'en est pas vraiment un. Et voilà, ça a mené à toute une enquête et c'était vraiment très chouette aussi. Donc je vous invite vraiment à découvrir Dolores Redondo. Et sinon, une de mes autrices chouchou de tous les temps, c'est Kathy Reich. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc là, je vous présente là c'est 4 saisons de sang, qui est un recueil de 4 nouvelles indépendantes que vous pouvez lire, je pense, sans connaître la saga, même si c'est plus sympa d'avoir lu au moins quelques tomes de la saga avant, puisque ça s'intercale et donc il y a des bouts d'histoire qui vont vous spoiler sur certains personnages si vous lisez ça tout de suite. Mais donc 4 saisons de sang, Kathy Reich, pardon. Vous la connaissez peut-être, d'ailleurs c'est marqué là, si vous avez réussi à lire. Kathy Reich est l'autrice qui a inspiré la série télé Bones, avec ce personnage qu'on retrouve dans ses romans, qui est Temperance Brennan. Le premier tome de la saga s'appelle Déjà Dead, c'est un des livres qui m'a le plus traumatisé au monde, il faut quand même que je vous le dise, mais j'avais 17 ans. Mais vraiment, je m'en souviens que je dormais interne, on dormait à deux dans la chambre, je dormais quand même avec la lampe au-dessus de mon lit allumée parce que j'étais terrorisée. Mais c'était incroyable, vraiment, je vous conseille de lire du Kathy Reich. On retrouve donc, elle est elle-même anthropologue judiciaire de profession. Donc, c'est des romans qui sont extrêmement précis sur le travail autour du corps et de la découverte des os, des analyses, etc. Tout l'aspect scientifique est extrêmement bien travaillé. Je trouve ça hyper intéressant et surtout que donc ça se passe au Canada, ça se passe au Québec et donc on découvre principalement, alors pas dans tous parce que ça alterne entre le Québec et les États-Unis, donc entre Montréal et Charlottesville. Mais on découvre donc le Québec des années 2000 et je trouve ça incroyable, ça m'a fait voilà, je préfère ceux qui se passent au Canada, j'avoue, par rapport à ceux qui se passent aux États-Unis, même s'ils sont aussi très très chouettes. Et je vous invite vraiment à découvrir Kathy Reich également. Voilà, et donc je vous ai proposé celui-là parce que c'est un recueil de nouvelles, donc vous pouvez en lire une ou deux si vous n'avez pas la foi de lire un livre entier. Pour ce mois-ci, parce que je me répète encore, mais 8 livres en un mois, ça fait beaucoup. Voilà. Donc la dernière catégorie de ce challenge, c'est lire une biographie ou une autobiographie. Donc le premier texte que je voulais vous présenter, le premier livre que je voulais vous présenter, c'est celui-ci, c'est Les 1000 vies d'Agatha Christie de Béatrice Delannoy aux éditions Talendier, qui est une biographie, comme son nom l'indique, d'Agatha Christie. J'ai trouvé ça hyper chouette de découvrir la vie de mon autrice préférée. Il faut savoir qu'Agatha Christie a écrit une autobiographie qui s'appelle Une autobiographie, mais il fait 1000 pages. Je suis pas sûre qu'en soi le contenu entre cette biographie et l'autobiographie d'Agatha Christie soit très différent. Mais si vous voulez pas aller vous taper 1000 pages d'autobiographie, je trouve que c'est un bon moyen de découvrir la vie d'Agatha Christie dans un texte peut-être un petit peu plus accessible, puisqu'il est extrêmement bien travaillé, très bien sourcé, et voilà, c'était un grand plaisir de découvrir Agatha Christie. Voilà, de cette manière. Ensuite, je voulais vous parler des bandes dessinées de Catel et Bocquet. Donc, il n'y en a qu'un seul des deux qui est une femme, je crois que c'est Catel, mais j'ai un doute. Qui sont des bandes dessinées donc ils en ont 4 dans la série, de biographies de 4 femmes célèbres. Donc nous avons Alice Guy, Joséphine Baker, Olympe de Gouges et Kiki de Montparnasse, voilà, qui ont été publiées dans l'ordre inverse, et qui sont des super romans graphiques. Je les ai pas sortis parce qu'ils sont mastoc, pour découvrir la biographie complète de femmes célèbres. Enfin voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. J'essaye d'en acheter à chaque fois qu'ils sortent parce que j'aime beaucoup leur travail, donc vraiment je vous les conseille amplement. Et enfin, le dernier livre que je voulais vous proposer pour cette catégorie, c'est un livre en anglais. Il n'existe pas en français, mais moi il m'a vraiment beaucoup plu, donc je voulais quand même vous en parler, qui s'appelle The Thing We Didn't Talk About When I Was a Girl de Jenny Van Asko. Et donc c'est ce que les Américains appellent mémoire, qui est une autobiographie dans laquelle Jenny Van Asko, qui a la trentaine aujourd'hui, décide de prendre contact avec un ancien ami à elle qui l'a violée 14 ans plus tôt quand elle avait 19 ans. C'était un de ses meilleurs amis et en fait la question s'est toujours posée pour elle, pourquoi c'est arrivé, pourquoi il a fait ça, pourquoi il était prêt à rompre leur amitié comme ça, à la blesser, c'est une question qu'elle s'est toujours posée, et donc elle décide d'y répondre en prenant contact avec lui, et donc en résulte ce livre qui retrace leur conversation. On voit quand même qu'il essaie encore aujourd'hui de la gaslighter un petit peu sur cette affaire, hein,
même s'il reconnaît que voilà... Enfin voilà, c'est un roman c'est un essai qui est très, très dur à lire, hein, très particulier, mais très intéressant, puisque c'est pas un essai qui est sur lui, sur cet homme qu'elle appelle Marc. Non, c'est un essai sur elle et sur la façon dont elle aborde son traumatisme, etc. Et j'ai trouvé ça extrêmement bouleversant, percutant. Enfin, je vous conseille cet essai si vous lisez en anglais. Il se lit extrêmement facilement. Et voilà, je l'ai dévoré. Je trouve que sur la question des VSS, c'est un traitement qu'on n'a pas souvent et qui était très bien fait. Et c'est un témoignage personnel, hein, donc tout le monde n'est pas forcément d'accord avec elle. Mais voilà, c'est un livre que je vous conseille. Donc voilà, je crois qu'on arrive à la fin. De toute façon, il me reste plus beaucoup de temps. Donc on va conclure très rapidement. Il me reste 2 minutes. Et je suis pas si pire. Donc voilà. Donc voilà, j'espère juste que toutes ces recommandations vous ont plu. Que vous avez trouvé de quoi faire si vous n'aviez pas encore terminé votre pile à lire pour le challenge Mars au féminin. Et même si vous l'aviez complété, j'espère que ça vous a donné d'autres envies de lecture. Ça vous a permis de découvrir des auteurs, des autrices, puisqu'il n'y a que des autrices et des ouvrages que vous n'aviez pas forcément pensé à lire, que vous ne connaissiez pas. Et voilà, et puis j'espère que vous allez prendre du plaisir pendant ce mois de mars à découvrir et à mettre en valeur des œuvres féminines. D'ailleurs, je tiens à rappeler que c'est exactement ce dont parle Alice Coffin dans Le Génie des Biens, la question de mettre en avant des productions artistiques faites par des femmes, donc on est tout à fait dans le thème. J'ai mon étagère qui est en train de se péter la gueule. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me partager vos piles à lire pour le challenge en commentaire. À bientôt, au revoir.